Autre situation qui touche le ganglion, c'est la situation du patient cliniquement N+. Avec les nouvelles imageries, avec le bilan, notamment le bilan d'IRM qui est fait chez les patients en pré-thérapeutique, on retrouve des patients comme ce patient de 58 ans, sans antécédent, sans trouble urinaire, avec un premier PSA à 15, chez lequel on va trouver un cancer de risque intermédiaire fort, avec 6 biopsies positives sur 12, avec un score 7 de Gleason 4+3. Et chez ce patient, qui confirme l'envahissement du lobe droit par la tumeur, on va retrouver un ganglion, chose qu'on ne voyait pas avant quand les imageries étaient moins fortes, ou en tout cas moins sensibles. Alors, est-ce qu'il faut croire cette IRM, Christophe? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, sur le bilan actuel, comme on le sait, l'IRM et le scanner ont à peu près les mêmes performances, avec une relative faible sensibilité dans le diagnostic d'atteinte ganglionnaire, vous voyez, aux alentours de 40%. Par contre, la spécificité n'est pas si mauvaise que ça. Dans une revue générale, elle était aux alentours de 82%, et elle est fonction de la taille du ganglion. Elle est, pour des ganglions au-dessus de 10 mm, de l'ordre de 90 à 97% selon les séries, et quand le ganglion dépasse 15 mm en diamètre, elle est de 92 à 100%. Donc, pour notre malade qui a un ganglion de 13 mm, il y a quand même une forte probabilité pour que ce ganglion soit touché par la maladie. Est-ce qu'il faut proposer un traitement local à ces patients? Puisque finalement, c'est des patients qui sont CN+, qu'on assimilait il n'y a pas si longtemps à des patients métastastiques. Est-ce qu'il faut faire de la chirurgie? Est-ce qu'il faut faire de la radiothérapie? Pour la chirurgie, on a quelques éléments de réponse, mais qui sont des éléments indirects. On a des études anciennes, comme celle de la Mayo Clinic, qui, à l'époque, chez ces patients à haut risque avec des ganglions visibles, faisait soit une castration plus la prostatectomie. Quand on regarde ces patients, on voit que le groupe des patients qui a eu à la fois le traitement systémique et le traitement local a une meilleure réponse et des taux de survie qui sont largement supérieurs. On a des études allemandes, comme celle-ci, qui sont encore des études rétrospectives et qui se sont intéressés au groupe de patients qui étaient opérés. À l'époque, on faisait de l'extemporané sur les ganglions, et donc ils ont comparé un groupe de patients qui avaient un curage ganglionnaire, une extempo positive, des ganglions positifs pour lesquels on arrêtait de faire la chirurgie, versus les patients qui avaient eu un curage ganglionnaire et une prostatectomie. Et là encore, on voit dans cette situation que les patients qui ont eu un traitement local plus un traitement systémique vont mieux que les patients qui ont eu un traitement systémique seul. Donc ça va dans le sens d'un traitement local chez ces patients qui sont cliniquement N+. On retrouve la même chose sur cette étude sur laquelle on essayait d'avoir des patients appariés pour éviter le biais qu'on a signalé précédemment. Et puis, quand on s'intéresse à d'autres études de registre, on voit que, quel que soit le traitement local, que ce soit la chirurgie, que ce soit la radiothérapie, on a l'impression que dans cette situation-là, on a un intérêt à traiter localement. Exact. Dans cette analyse de la database américaine, on voit que les patients qui avaient des atteintes ganglionnaires histologiquement prouvées bénéficient à la fois de la prostatectomie, de la radiothérapie ou de l'association des deux par rapport à ceux qui n'ont pas eu de traitement local, tout à la fois en survie globale et en survie spécifique. Concernant la radiothérapie, on a aussi d'autres données, par exemple cette base de données qui montre sur 3540 patients que les malades qui avaient une atteinte ganglionnaire, cette fois-ci clinique, bénéficient de l'association radiothérapie-hormonothérapie vis-à-vis d'une hormonothérapie seule, également en survie globale et en survie spécifique, avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes nettement significatifs. Et puis on a une étude prospective qui est l'étude STAMPEDE, qu'on connaît bien par exemple pour la démonstration de l'intérêt du docetaxel chez les patients métastatiques. Et il y avait dans cette étude STAMPEDE un sous-groupe de patients qui était N+M0. Et la radiothérapie pouvait être ou pas proposée dans ce sous-groupe de patients qui a donc été suivi de manière prospective. Et on voit que les patients donc, qui étaient N0M0 ou qui étaient N+M0 bénéficient d'une irradiation par rapport à une hormonothérapie seule. C'est donc un argument assez fort puisque cette étude est prospective en faveur d'un traitement local des patients avec atteinte ganglionnaire. Alors, l'autre question qui se pose, c'est le bilan. On a ce patient qui a une atteinte ganglionnaire. Faut-il compléter le bilan par rapport à l'IRM et la scintigraphie osseuse qui ont été faites si on envisage d'opérer le patient? Dans le cas de ce patient qui avait une adénopathie bien visible à l'IRM et bien suspecte, pas de nécessité de compléter le bilan, notamment avec un TEP à la colline. Ne fait pas partie de nos recommandations pour l'instant et on peut très bien l'opérer.
directement, on va dire, sans nécessité de faire un bilan complémentaire par imagerie fonctionnelle. Éventuellement, dans d'autres situations, peut-être un peu plus complexes, et si on a à disposition le TEP à la colline. Moi, je pense que si on a à disposition le TEP à la colline et que, en plus, potentiellement, ça change la stratégie thérapeutique chez le patient, je pense que de compléter l'imagerie avec ce qu'on a à disposition est certainement une bonne chose. Ça permettra de probablement donner plus d'informations et de voir si le patient il va rester en chirurgie ou est-ce que ça va être une option pour peut-être la radiothérapie, s'il y a une place pour la radiothérapie chez ces patients. Mais là, c'est de la discussion de RCP au cas par cas. C'est de la discussion de RCP au cas par cas. Tu vas étendre ton curage et l'adapter à l'imagerie. Tout à fait. Pour les radiothérapeutes, Christophe? Alors moi, je pense qu'il faut effectivement compléter le bilan effectivement par un TEP à la colline, à la fois pour affirmer le caractère malin de l'adénopathie, puisque nous n'avons pas la confirmation histologique, comme vous avez les chirurgiens, du caractère atteint du ganglion, pour rechercher d'autres atteintes, effectivement, soit extra-pelviennes, soit d'autres atteintes ganglionnaires, et pour guider d'éventuels boosts ganglionnaires sur les ganglions malades. Le TEP à la colline, quand on regarde sa spécificité, elle est relativement élevée, et donc on peut considérer que si le ganglion jugé anormal sur l'IRM fixe manifestement la colline, il sera probablement malin, il faut le considérer comme une atteinte ganglionnaire. Alors bien évidemment, ce n'est pas dans les recos, ni de les recos de l'EAU, ni dans les recos de l'AFU, parce qu'il n'y a pas de niveau de preuve avec des études prospectives bien faites qui ont montré que ce TEP à la colline modifiait l'attitude thérapeutique, et donc on ne peut pas l'inscrire dans les recos. D'autres modalités d'imagerie vont apparaître probablement dans les années qui viennent, en particulier le TEP au PSMA. Et le TEP au PSMA augmenterait la sensibilité et la spécificité par rapport au TEP à la colline. Mais là encore, sur le plan de l'étude anatomique des zones ganglionnaires touchées, le TEP au PSMA, vous voyez que sa sensibilité est relativement faible. L'intérêt pour la radiothérapie, c'est effectivement ces boosts ganglionnaires. Et vous avez ici sur ce TEP à la colline, vous voyez nettement le ganglion iliaque interne ou iliaque commun. Et on peut tout à fait booster ce ganglion, augmenter la dose sur ce ganglion, comme on voit sur cette étude dosimétrique, avec ces deux boosts, un ganglion iliaque commun et le ganglion à gauche qu'on ne voit pas sur le TEP. Il est possible que cette augmentation de dose sur les ganglions malades améliore les résultats, mais là encore, c'est beaucoup plus du domaine expérimental que de la pratique clinique.